vous toutes, heureux de vous retrouver à la librairie de Paris dans ce cadre si agréable, au milieu des livres, sous les Pléiades, avec des centaines, des milliers de livres autour de nous, c'est magique. Notre invité aujourd'hui, c'est Didier Nourisson, qui vient de le publier avec son collègue Stéphane Friou aux éditions Armand Collin, et vous verrez pourquoi Armand Collin, c'est vraiment pas le hasard. Propre et sain, point d'exclamation, un siècle d'hygiène à l'école en images. L'émission est filmée par Jean-Marc Chazot, vous la retrouverez sur notre page Facebook très rapidement. Et puis c'est Benoît Scholl et Julien Vogilac qui sont derrière les manettes, Monique Pacalet étant la fidèle assistante de l'émission. Bonjour Jacques, tout va bien ? Très bien. Ça s'est très bien passé à Roche-la-Molière, puisque je crois que cet après-midi, avec Didier, vous êtes allé rencontrer nos amis Rouchon et Rouchonne. Voilà, on arrive. Oui, on a même chanté. Hein. Oui, il a chanté. C'est pas possible. Oui, Si. Et il a même fait chanter le public. Il a osé. Il a osé. On va voir tout à l'heure. Sait-on jamais, pourquoi pas. Voilà. Alors, à vous donc de nous faire mieux connaître Didier Nourisson, alors, si c'est nécessaire. Didier Nourisson est Montbrisonnais, école normale supérieure de Cachan, professeur d'histoire contemporaine à l'université Claude Bernard maintenant à l'école normale de Saint-Étienne. D'accord. Membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Et il est plus depuis peu de temps, directeur de l'Université pour tous de Saint-Étienne. Alors, il a publié un certain nombre de livres. Il a toujours eu le goût des titres qui flashent. Il y avait Crue et cuite, Histoire d'un buveur, Au péché mignon, Histoire des femmes qui consomment jusqu'à l'excès, Cigarette, Histoire d'une allumeuse, la saga Coca-Cola, et puis le nouveau, le petit dernier, qui est presque un livre d'images, Propre et sain, un siècle d'hygiène à l'école en images. On remarquerait quand même qu'il y a toujours le mot histoire. Hein. C'est un travail d'histoire, même si c'est pas toujours sérieux, et c'est toujours scientifique. Alors, ce travail, Didier, il est dans le droit fil de vos travaux, de vos recherches, puisque depuis très longtemps, c'est quand même un centre d'intérêt pour vous. C'est pas les grandes dates des batailles qui vous passionnent comme historien, c'est comprendre le passé autour de la vie quotidienne des gens et en particulier autour de ce problème de l'hygiène. Ça a été l'objet de nombreux travaux de votre part et de colloques, de communications multiples. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé prendre les gens au ras du sol, au ras du lavabo aussi, parce que c'est effectivement ainsi que l'on vit, et c'est ainsi que l'on est, et c'est ainsi que l'on construit une société, et que on aperçoit peut-être dans la glace en quelque sorte de la salle de bain, mais peut-être ses origines et son futur. Pour un historien, c'est un peu inattendu de s'intéresser à ça. C'est pas très habituel, il faut en convenir, mais je pense que c'est en travaillant aux marges de l'histoire que l'on développera le territoire de l'historien. Je voudrais dire que aussi une chose importante, un historien ça travaille toujours avec des sources, et nous avons la chance d'avoir dans la région stéphanoise des sources extrêmement importantes dans le domaine de l'hygiène et de l'hygiène scolaire en particulier. Et pas plus loin, je parlais à l'instant de l'école normale de Saint-Étienne, qui est aujourd'hui devenue l'école supérieure de pédagogie et d'éducation. Mais qui était l'école normale de jeunes filles. Qui était l'école normale de jeunes filles, absolument. Eh bien, c'est là que j'ai trouvé une bonne part de mes sources, puisque nous disposons à Saint-Étienne d'abord de la plus grande collection mondiale, je dis bien mondiale, de films fixes d'enseignement. Donc c'est déjà une source on y reviendra, c'est extraordinaire ça. Et nous avons également à la disposition d'une association qui s'appelle l'école d'hier aujourd'hui, des sources extrêmement importantes et originales de matériel pédagogique, de matériel d'enseignement, et notamment des buvards scolaires, et j'espère aussi qu'on y reviendra.
Alors c'est vrai que c'est une chance formidable. Moi je me souviens, parce que j'étais présent sur place à ce moment-là, que vous vous êtes battu pour éviter que tout ça, comme on dirait vulgairement, parte à la benne. Parce qu'il y avait eu cette hypothèse-là finalement. Il fallait que quelqu'un de passionné comme vous, avec une équipe, dise non, c'est précieux, il faut garder tout ça. Ouais, absolument, oui. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. À un fil. À un fil. Hein. Alors, il faut rendre hommage, je crois, hein, à ceux qui ont sauvé ce trésor, quoi. Je pense que c'est une espèce de devoir de mémoire que doit avoir tout enseignant, tout historien. C'est effectivement d'aller à la rencontre, en quelque sorte, de nos héritages. Et ces héritages peuvent être l'ivresse, qui peuvent être en termes de matériel, pédagogique. Et effectivement, je crois que c'est intéressant. Sachez que nos locaux, par exemple, les locaux de notre centre de recherche, se trouvent dans les bains-douches des demoiselles de l'école normale, effectivement. Il y a de quoi fantasmer. Et vous voyez d'où vient ce livre, en quelque sorte, de ces fantasmes-là. D'eau bouillonnante et de jeunes filles. Et de jeunes filles en fleurs. Voilà. Alors ça c'est pour sourire. Donc vous avez travaillé autour des problèmes d'hygiène, mais aussi autour de l'école. Alors là aussi, comment se fait-il que cette centration sur le système scolaire ait été aussi importante ? Alors l'école, effectivement, c'est le socle de notre société, puisque forcément, l'école fabrique les citoyens de demain. Et en étant à l'école normale de Saint-Étienne, eh bien, nous disposions d'une ressource formidable qui permettait de rejoindre, d'une certaine manière, Jules Ferry. Puisque mon histoire, notre histoire avec Stéphane Friou, notre histoire part de la formidable réforme entreprise par Jules Ferry et son équipe en 1882. Et dans le programme qui est dans la loi de 1882, vous avez déjà l'idée d'un enseignement de l'hygiène, c'est-à-dire d'une nouvelle discipline qui naît à la chose scolaire et qui va être absolument déterminante pour les générations futures. Nous sommes à une époque, 1882, où la microbiologie est née. Pasteur a déjà, et son équipe, bien sûr, ont déjà repéré qu'il existait dans la collectivité et chez l'individu des monstres invisibles, c'est comme ça que l'on appelait les microbes, et que ces microbes pouvaient évidemment mettre en péril la santé des individus et des collectivités aussi, et notamment la collectivité école, puisque dans une école, on concentre les enfants, donc on multiplie les risques, quelque part. Mais ils ont compris, ces pédagogues-là, qu'on pouvait, dans ces collectivités scolaires, construire une éducation à la santé qui était à la fois patriotique et évidemment hygiéniste, c'est-à-dire qui permettait une lutte affirmée, résolue contre ces redoutables microbes. Alors le livre, on se le disait en souriant avant de commencer l'émission, c'est un livre d'images. C'est un livre d'images puisque vous avez choisi pour nous raconter cette histoire de faire des doubles pages. C'est essentiellement des doubles pages avec une page de texte et une page de documents d'images. Vous en avez trouvé pas mal à Saint-Étienne, mais vous avez aussi écumé un certain nombre de musées, de collections privées pour constituer cette banque formidable de documentation. Alors, oui, absolument. Et le pari de ce livre, effectivement, c'est de faire parler l'image pour raconter une histoire. Alors, cette histoire commence, je dirais, mal. Elle commence par la peur et elle finit bien. C'est mieux, comme ça, dans les années 1950-1960, par le bonheur, la joie de l'hygiène recouvrée, en quelque sorte. Voilà, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi s'arrêter en 1960 ? Est-ce que l'école s'est arrêtée de prêcher la bonne parole de l'hygiène, de la lutte anti-alcoolique
Oui, l'école a cessé, non pas d'être, mais elle a cessé de faire une éducation à la santé résolument tournée vers des pratiques de propreté, de salubrité. Et on pourra en parler peut-être à la fin, mais effectivement, ça pose un problème aujourd'hui assez majeur. RCF, la joie se partage. Alors la joie se partage avec Propre et Sain, un siècle d'hygiène à l'école en images, Stéphane Friou et Didier Nourisson qui est avec nous. Je trouve que notre jingle va bien là parce que la santé, elle est aussi présentée sous la forme du bonheur. Être en bonne santé, c'est être heureux. Oui, c'est être bien dans sa peau, comme on dit quelquefois. Hein. Pour être bien dans sa peau, il faut que ses pores soient évacués, servent à l'évacuation, servent aussi à la réception, quelquefois. Enfin, je dis les pores, mais c'est à se prendre dans un sens très large. Hein. Toutes les ouvertures du corps, évidemment. Et puis la tête, hein, Med sana in corpore sano, c'était la devise, certes, des anciens médecins grecs, mais c'est aussi la devise de l'école républicaine. Et je crois que ça, c'est extrêmement important d'imaginer des enfants qui vont à l'école en joie et qui apprennent effectivement dans un certain bonheur du groupe et peut-être en pensant d'ailleurs à la récréation à venir, et ça vient toujours parce qu'il y a un rythme scolaire, n'est-ce pas, qui fait qu'on a des récréations véritablement reposantes. Alors, l'école à cette époque, donc à l'époque de Jules Ferry, n'y va pas avec le dos de la cuillère. L'objectif est de réformer les mœurs, les idées erronées et les comportements funestes. On voit bien que l'école n'est pas simplement là pour permettre d'apprendre le savoir scolaire, mais elle va fabriquer la matrice du citoyen, du soldat et du patriote indispensable pour la revanche. Oui, on a très peur, que je le disais d'emblée, à la fin du 19e siècle, on a très peur d'une décadence de la société française. On a à la fois peur d'une dépopulation, c'est-à-dire d'une population qui ne croît pas suffisamment vite pour préparer la revanche. De l'autre côté du Rhin, les enfants sont très nombreux. On a aussi des populations, parce que je le rappelle au passage, une mortalité infantile extraordinairement forte. Un enfant sur 6 ne dépasse pas la première année de vie. C'est considérable. Et puis on a du coup un sentiment de dégénérescence de toute la, comme on disait à l'époque, la race, hein, c'est-à-dire donc la société, du fait même de ces maladies qui se transmettent de père à fils, et on pensera en particulier aux maladies comportementales, et non pas simplement des maladies contagieuses, mais les maladies de comportement qui font que tel père, tel fils, qui a bu boira, et nous voilà arrivés sur le problème de la transmission, non pas d'un savoir, mais de la transmission de maladies funestes à la société tout entière. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, Jacques, mais ce qui frappe, c'est que c'est extrêmement violent au départ, en particulier autour de l'alcool. Alors, la lutte anti-alcoolique et la première double page présente une photo que moi je trouve vraiment extraordinaire, hein, vraiment. Un maître d'école, alors un maître, hein, ça rigole pas, avec une baguette à la main, qui montre une affiche. À toute sa classe. Mais alors, toute la classe au garde à vous. Une classe, une photo qui est très préparée, parce que tous les élèves sont pratiquement au garde à vous. Les bras croisés, un tête gauche en direction du tableau, le maître à la baguette. Derrière, on voit l'horloge et un fusil qui... Enfin, vous dites que c'est un fusil de guerre, je me demande si c'était pas son fusil de chasse, simplement. Non. Alors, c'est un fusil de guerre. Effectivement, cette image, elle brosse le décor, quoi. C'est une scène, mais ça pourrait être les instructions officielles, en quelque sorte, d'un inspecteur qui est tout à fait dans l'air du temps. Il s'agit en effet d'avoir une posture pédagogique
pour pouvoir enseigner. Et les enfants sont mis dans la posture pédagogique de l'enseigner, c'est-à-dire les bras croisés, debout, tête en regardant le tableau et le maître. C'est très, très, très net. Le maître, lui aussi, est en posture pédagogique, puisqu'il a la badine à la main, il pointe les éléments de la leçon sur un tableau mural, et vous avez dès lors une pédagogie adaptée à cette situation d'autorité, qui me paraît extrêmement moderne. Ça nous paraît peut-être archaïque, mais en fait c'est extrêmement moderne, puisqu'on a demandé aux enfants de se lever, de se déplacer dans la classe, d'aller au tableau, voir un tableau mural, et la leçon est une leçon qui se fait par l'image, et qui n'est pas donc une leçon magistrale au sens classique du terme, où on avait un discours plus ou moins imposé. Et autour et sur les murs de la classe, vous avez effectivement tout le matériel pédagogique qui est là, qui est présenté là, notamment, et vous avez raison Jacques, notamment le fusil de guerre, et je maintiens qu'il s'agit d'un fusil de guerre, réduction d'un modèle pour adultes, parce que nous sommes en 1882 et que nous avons des bataillons scolaires qui se forment à ce moment-là pour préparer la revanche, et les fusils sont fabriqués évidemment par la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Donc vous voyez, retour en classe, retour à notre cher pays. Et ces panneaux, qui sont des panneaux très importants en surface, panneaux pédagogiques, ont eu une vie très importante jusqu'à la loi Béranger d'ailleurs, où dans toutes les classes, il y avait ce type de panneaux sur tous les sujets. Voilà, oui, alors, et publié d'ailleurs chez Armand Collin. Et publié, comme par hasard, chez Armand Collin. Voilà. Oui. Alors, absolument, ces tableaux, le tableau que nous avons sur la photo, nous les avons exposés, j'allais dire, dans d'autres pages, parce qu'on les a retrouvés également de manière très systématique. Et on va dire 8 tableaux sur 10 portent sur la lutte anti-alcoolique, avec des titres assez explicites. L'alcool empoisonne lentement. Voilà. L'alcool, voilà l'ennemi. Et puis, on a... La morale par l'exemple. On a vraiment l'impression ça matraque, quoi. Des slogans, on y va, des chiffres. C'est impressionnant. Alors ça matraque, effectivement. Est-ce que ça a changé en ce début du XXIe siècle, cher ami? Regardez les spots, les spots terroristes que l'on nous avance. Ça a changé. En pire. Ça n'a pas changé, mais les gars boivent toujours autant. On voit en direct des accidents de la route, des morts sanguinolents. Sur les paquets de cigarettes, on voit des tumeurs au dernier degré qui déforment les visages des individus. Non, cette éducation terroriste est de retour. Alors, l'alcool, c'est quand même, dans le début de votre histoire, l'essentiel de la lutte. Mais on va voir Oui, parce que c'est l'essentiel de la lutte, mais pas seulement avec les panneaux. Il y a derrière des journaux, des livres qui complètent des associations, cette information. Oui, puis des conférences. On parle de terreur, mais il y a aussi des côtés plutôt sympathiques, parce que les bons points, par exemple, que l'on distribue abondamment aux élèves méritants, servent aussi à la lutte anti-alcoolique. On présente des bons points de chocolat d'Egbel dans la Drôme qui montre toute une série là, qui montre l'alcoolisme et ses défauts et ses dangers de manière très, très explicite. Donc il y a toujours effectivement de la peur, de la terreur, de l'effroi qui naît de cette éducation, mais il y a aussi des aspects plus encourageants aux élèves méritants. Alors, pas d'alcool et il faut se laver. C'est propre et net, ce que vous dites au début. Et alors on voit, moi ça m'a frappé, que l'armée est aussi un moyen de faire passer les messages. Parce que vous mettez sur la même double page un lavabo scolaire avec tous les enfants et les petites filles qui se lavent, et puis les soldats, les militaires en uniforme qui le matin passent à la douche, enfin passent pas à la douche encore, mais passent au moins au lavabo.
l'école et l'armée, Oui, même il y a une combat. continuité. Hein. Et puis il y a une affiche aussi, une affiche où il y a un militaire qui est en tenue, propre, bien. Et puis derrière, il y a un clochard qui est enroulé autour d'un bec de gaz. Un clochard alcoolique, surtout. Alcoolique. Hein. Ah ben, bien sûr. Surtout alcoolique. Ah oui, oui, bien sûr. Alors effectivement, c'était l'un des slogans essentiels de la trinité, on va dire, hygiéniste, de l'eau, de l'air, de la lumière, hein, ce qui équivalait à liberté, égalité, fraternité, en quelque sorte au même moment. Eh bien, effectivement, de l'eau. Et l'eau joue un rôle d'assainissement du corps, de la tête et du corps social tout entier. Hein. Et la présence de lavabo, c'est-à-dire d'une eau courante, n'est pas aussi banale, évidemment, à l'époque qu'aujourd'hui. Hein. Et je crois que ça, c'est l'indice même du progrès que représente l'école, c'est d'installer des lavabos dans tous les lieux publics, on va dire dans tous les lieux d'éducation publique, et y compris bien sûr dans les écoles normales, c'est d'où ma référence tout à l'heure aux douches. Aux douches. Et j'ai aussi retrouvé des photos où l'on voit que chaque normalienne disposait d'un lavabo personnel, ce qui était un progrès considérable quand on pense donc que l'essentiel de la société française était paysanne à l'époque et que dans les fermes, on n'avait bien entendu pas l'eau courante et on avait des conditions d'insalubrité énormes. Et vous dites que les normaliennes, quand elles devenaient institutrices, leur logement devait être un exemple. Absolument. Elles apprenaient à faire leur lit au carré, elles apprenaient à se laver par leur petit lavabo individuel, par les douches collectives, hein, les bains-douches dont on parlait tout à l'heure, et effectivement, elles devaient donc montrer l'exemple de la salubrité, de la santé et de la moralité, on va dire. Hein. C'est-à-dire que c'était un véritable exemple moral qu'elles avaient à diffuser auprès de leurs futurs élèves. Alors on voit bien aussi dans le livre finalement l'évolution ville-campagne. Parce que ces lavabos, ces douches, ces baignoires n'existent que dans les villes bourgeoises. Mais la ville est représentée à cette époque aussi comme le lieu de la fumée, de l'insalubrité, alors que la campagne est verdoyante. Et en fait, on va assister à un retournement. La ville va devenir hygiéniste, alors que la campagne, bon, il n'y a pas d'eau courante, c'est insalubre. On voit un retournement en quelques dizaines d'années impressionnant. C'est ça qui est très, très clair, effectivement. La ville, lieu de tous les maux, MAUX, hein, l'alcool entre autres, enfin ouais. Et voilà, et qui va devenir la ville de tous les progrès d'hygiène et des progrès sociaux, on va dire. Donc avec la lutte contre le taudis, avec la lutte contre la tuberculose, c'est vraiment un lien étroit. Propre et sain, un siècle d'hygiène à l'école en images. Alors on parcourt ces doubles pages avec ces photos, ces affiches, ces tableaux muraux, ces papiers de chocolat, ces buvards, ces protège-cahiers, ces protège-cahiers, alors ces timbres, Parce que les protège-cahiers, c'est pas des protège-cahiers qui sont fournis par l'établissement, c'est des protège-cahiers qui sont des publicités d'entreprises qui s'insinuent, j'allais dire, dans les écoles et qui quelquefois sont en contradiction avec la volonté. Oui. Général. Alors, c'est très amusant, effectivement, parce que à partir de 1936, ministre de l'Éducation nationale de l'époque Jean Zay, interdiction absolue de toute publicité à l'école. Bien. Interdiction qui va être répétée après la Seconde Guerre mondiale, un peu à tire-larigot. Et rien n'y fait, puisque effectivement les buvards vont se couvrir d'informations commerciales, on va dire. Mais ils sont offerts. Offerts à l'éducation nationale, à l'enseignement, c'est souvent écrit dessus, par la société X ou Y, société alimentaire notamment, société de fabrication de boissons, qu'elles soient alcooliques ou non. Oui, parce qu'on fait la distinction pendant longtemps entre
le vin, le cidre, le vin et la l'alcool. bière, tout va Oui. bien. Ça, Oui. on peut en boire. Par contre, c'est les boissons fermentées du type voilà, gnôle et autres alcools forts qui sont prohibés. Voilà, jusqu'en 1950, l'alcool, voilà l'ennemi. Hein. Mais l'alcool, c'est-à-dire les spiritueux, les boissons, vin, cidre et bière sont qualifiés d'hygiénistes. Hein, c'est le terme officiel depuis que Louis Pasteur a dit que le vin était la meilleure et la plus hygiéniste des boissons. Donc, on l'a pris au mot. Parce que ça tombe bien, parce qu'à ce moment, il y avait une surproduction de vin. Et voilà. Oui. Et Donc, puis l'eau était insalubre. Donc ça a permis à la filière vin d'écouler ses productions et ça a permis aux enfants de France de boire ainsi que leurs aînés d'ailleurs, parce qu'on était dans une société qui baignait dans le vin. Oui. Alors, un autre fléau va devoir être mis en exergue, là, c'est la tuberculose. Et la tuberculose, ça va être une lutte pratiquement de 50 ans. Ce qui m'a frappé, c'est que les Américains ont été très actifs dans cette lutte contre la tuberculose. Alors, bien sûr que la tuberculose existait avant les Américains, je vous rassure, mais effectivement, c'était devenu un fléau formidable. Hein. Il faut penser qu'à la fin du 19e siècle, la population française faisait à peu près 40 millions d'habitants, eh bien, on avait 75 000 morts par tuberculose par an, ce qui était donc considérable. Les programmes antituberculeux ont été lents à se mettre en place. Albert Calmette a fondé son dispensaire à Lille en 1901. Il a fallu que l'école s'y mette de manière bien substantielle et surtout après la Première Guerre mondiale, quand on a lancé l'opération, un peu comme on lance l'opération Téléthon chaque année, eh bien on a lancé l'opération timbre antituberculeux en demandant aux enfants de vendre des timbres pour rapporter de l'argent pour la recherche contre la tuberculose. Et effectivement, on a des collections de timbres qui sont magnifiques à partir de 1923 et jusqu'à peu près 1960, date, on va dire, d'évaporation de la tuberculose. Non, pas par le BCG, parce que le BCG d'Albert Calmette, donc Bacille Calmette-Guérin, c'est ce que ça veut dire, BCG, eh bien, le BCG n'a pas fonctionné avant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a eu un accident triste de vaccination en 1930 et ça a condamné un petit peu apparemment le BCG. Il a fallu attendre 1950 pour que le BCG devienne obligatoire et évidemment le BCG a été réalisé souvent dans le cadre de l'école et on le voit sur des tableaux muraux qui montrent des médecins ou des infirmières en train de scarifier la peau des élèves, la peau des enfants. Et effectivement, après, le BCG va devenir, comme dit une affiche, un jeu d'enfant. Hein, et la tuberculose semble disparaître. Mais on sait que ce n'est qu'une disparition en attendant une renaissance. Et actuellement, la tuberculose redémarre très fort. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'eau, le soleil, l'air, et il y a des images étonnantes de classes maternelles sur des toits d'école à Paris, ou des sorties au bois de Vincennes, ou l'idée qu'il faut aller au bon air. Voilà, on a inventé, alors on a connu ça à Saint-Étienne avec le Pasteur Comte, l'œuvre des enfants à la montagne, enfin c'est cette idée-là, c'est la même. Alors c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on pense que l'air, la ventilation va permettre l'évacuation de tous les miasmes et du coup, effectivement, on va aller jusqu'à créer des écoles de plein air, hein, avec temps de pause, comme vous le dites, en exposition sur des terrasses, il y a des photos verso, donc ouais. on fait du bronzing en quelque sorte en petite culotte, hein, on a des photos magnifiques et l'hiver on est à l'intérieur, oui, mais les fenêtres sont ouvertes et on prend une capuche sur la tête pour lutter contre le froid, mais le cours a lieu. Oui, parce qu'en même temps, c'est la lutte contre les taudis. Et il y a un nombre important d'affiches
qui montre ce combat contre les taudis, où effectivement il n'y avait pas d'aération, pas de fenêtres, etc. Et il y a énormément de dessins, en particulier des dessins de Poulbeau sur le thème, et même des articles de l'assiette au beurre. Oui, on ne tient pas compte des maladies de peau, hein. Le soleil est un bienfait, pense-t-on, et on va effectivement sortir les enfants de cette ambiance de taudis, où dans les coins noirs, bien sûr, se cache le microbe, qui va vous sauter dessus. Toxique, pathogène. Alors quand on arrive vers la fin, moi j'ai adoré l'eau minérale par eau. Vous répondez tous en chœur, naturellement bien sûr. Et puis, l'huile de foie de morue, mes amis, vous avez peut-être des souvenirs, hein, garantie naturelle, sans aucune préparation, sans aucun mélange, telle l'huile de foie de morue. Et puis, il y a aussi Vichy Célestin. Enfin, on voit apparaître un certain nombre, justement, alors là, c'est des pubs, franchement, pour le chocolat aussi, c'est le business de la santé. C'est le business de la santé. De la santé. De la santé. La filière alimentaire profite en quelque sorte de cette image de santé et effectivement le foie de morue, l'eau, mais même tout fait santé. On parlait du vin tout à l'heure, donc c'est aussi un instrument de santé, comme il est dit dans les publicités de Buvard. Il y a une donne du rhum autonome. Hein, pub pour le rhum. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un verre de rhum? C'est 2 verres de rhum. Oui. Ah, ouais. Mais c'est quand même des protèges cahiers. Des protèges cahiers. Une de nos plus grandes productions, mais c'est le vin de France, monsieur, et il y a dessous cahier 2 appartenant à. Hein, donc voilà. Ce qui fait que, voilà. Et puis, alors le lait. Vous avez connu ça pour les plus anciens, le lait distribué à l'école, hein, qui est donc croissance, force, puissance intellectuelle sont garanties par le lait. J'en ai bu beaucoup, ça n'a pas donné des résultats terribles, mais enfin, l'école propage cette vision de il faut être en bonne santé et par ces produits-là maintenant. Oui, alors, on a réglé les autres problèmes. Je dirais que c'est la publicité commerciale qui fait école. C'est-à-dire que les entreprises de santé publique dans notre pays, animées évidemment par l'État, vont se mettre à l'école des entreprises privées. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les mêmes arguments. Et par exemple pour le lait, ils prennent le buvard, la forme buvard, et ils incitent les enfants à consommer du lait. Évidemment, la filière lait est contente, mais ça provient vraiment du Haut Comité d'études et d'information sur l'alcoolisme, fondé par Mendes France en 1954, avec donc cet objectif, buvez du lait, vous chassez l'alcool. Alors on a évoqué en commençant tout à l'heure les films fixes. Parlez-nous un petit peu de ça, parce que c'est, je veux dire, c'est votre passion, mais c'est assez génial. Ça, peut-être avez-vous des souvenirs pour les plus anciens de ces films, ancêtres finalement du cinéma pédagogique. Ah ben, j'aimerais bien qu'il y ait des souvenirs, parce que apparemment c'est une méthode pédagogique qui a disparu de la mémoire collective. Donc si certains ont encore le souvenir, il s'agit de films photographiques à double cran, format 24-36 comme les photographies ou le cinématographe, et que l'on passait image par image, qui était commentée par le maître, donc il ne perdait pas l'usage de sa parole et l'autorité de sa parole. On passait ça image par image, et ça faisait vraiment un scénario de leçon, on pourrait dire une séquence pédagogique, si on veut parler un petit peu comme nos grands pédagogues de là-haut. Avec l'idée que c'était pour l'hygiène, mais aussi pour l'ensemble des disciplines scolaires. Il y a eu un moment où cette forme pédagogique a permis aussi un sacré contrôle, parce que celui qui fabriquait le film, c'était celui qui décidait de ce qu'on disait à l'école. Ah oui, alors il y avait quelques dizaines de films de santé, on va dire, mais on a des milliers de films pour toutes les disciplines enseignées. Hein.
on en a récupéré à Saint-Étienne 10 000. C'est pour ça que nous avons 10 000 films fixes. C'est la plus grosse collection au monde. Je parcours un petit peu le monde de temps en temps et je m'aperçois qu'ils en ont, eux, que quelques centaines. Hein. Je viens de trouver simplement, de manière ridicule, 40 films fixes de l'ONU, par exemple. Une cinquantaine de films du Canada. Bon, vous voyez, c'est très peu de choses. Nous, on en a 10 000. Alors, on a dit que ça se terminait, votre livre, dans les années 60, où c'est vraiment quand même un peu l'image d'Épinal. C'est l'image d'Épinal, de la fédulogie, les arts ménagers. Je trouve qu'elles sont, on dirait aujourd'hui, en employant un peu un jargon, elles sont très genrées, ces femmes, ces images. La femme à la maison, même avec l'aide des arts ménagers, pendant que l'homme, lui, va travailler, quoi. Ah ben, la révolution féministe n'a pas encore commencé, hein, puisque nous sommes seulement, nous terminons à la fin des années 60. On le voit bien, là, j'ai l'impression que c'est, si vous montrez 68, ça, c'est terminé. Ah bah oui, là je pense que je vais me faire quelques ennemis, mais c'est l'histoire, effectivement, qui montre que l'histoire scolaire, en particulier, sépare garçons et filles dans leurs fonctions sociales. Les filles, c'est pour la reproduction et, j'allais dire, l'élevage des enfants. Les garçons, c'est pour la guerre, hein, c'est pour tout ce qui représente les valeurs viriles, en quelque sorte, de la nation. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un retour en force dans les discours officiels de ce rôle moralisateur de l'école ? L'école, elle va s'intéresser aux nouvelles addictions, c'est plus l'alcool, c'est éventuellement les drogues, ou bien aujourd'hui Internet, et on voit de nouveaux profs de morale, si j'ose dire, où cette fonction-là dévolue aux enseignants. Est-ce que c'est pas un peu la même chose ? Vous avez complètement raison, Jean-Claude, hein, parce que effectivement, la loi Payon que nous sommes en train de mettre en œuvre depuis 2013, c'est la loi de refondation de l'école. Ce refondation-là montre bien qu'on emprunte aux anciens, et en particulier à l'école de Jules Ferry, toute son échelle de valeurs, et en particulier l'éducation à la santé, hein, que l'on relance et que on demande aux enseignants, j'allais dire de toute discipline, d'oublier leur discipline pour une bonne part et de faire cette éducation à la santé. Avec ces nouvelles problématiques de santé santé aujourd'hui. Problématiques. C'est plus la tuberculose. Et puis j'ajouterais, parce que vous m'avez titillé là-dessus, les films fixes d'enseignement reviennent en force. C'est pas possible. Ben oui, c'est tous les PowerPoint que nous utilisons tous les jours dans l'enseignement et qui ressemblent étrangement à des scénarios de films fixes. Donc, vous voyez, les méthodes pédagogiques reviennent. Ces méthodes pédagogiques, on va dire, de la Troisième République, reviennent très, très fortement aujourd'hui. Allez, pour finir, Jacques, celle qui vous a le plus fait sourire, amuser ou toucher de double page, puis je poserai la même question à Didier. Non, moi, ce qui m'a surtout plu, c'est les contradictions permanentes. Ne buvez pas, le vin est bon pour la santé, ne fumez pas, allez, on fait des salles de shoot. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît. C'est que tout c'est son contraire, en même temps, le même jour, suivant les élus de l'époque. Ouais. Ben, pour ma part, moi, la surprise, ça a été une carte postale d'un crachoir public, donc dans le cadre de la lutte antituberculeuse. On voit se promener un agent municipal transformé en homme sandwich, porteur d'un crachoir, et il indique d'ailleurs avec le doigt ici, SVP, hein, donc craché ici, et il se promène donc dans l'espace public. Il a aussi à la main une espèce de fiole dont il sort de la fumée, sans doute pour épurer l'atmosphère. Hein, et maintenant, on nous montre à la télévision sans arrêt des matchs de football où les joueurs ils crachent sans arrêt. Non. Alors moi j'adore celle-ci, c'est l'hygiène à l'école. Je ne sais pas exactement qui c'est cette dame, si c'est une institutrice, une
une infirmière, une visiteuse d'hygiène, comme vous dites, page 107, qui avec un gros arrosoir est en train de faire une douche collective à des petits enfants qui ont le... Voilà, c'est l'alignement sanitaire. Voilà, comme quand j'étais enfant, ils ont le moineau à l'air, hein, et il y a un grand sourire, un grand moment de bonheur là. Oui, l'arrosage se fait avec un arrosoir, pas avec une... c'est pas la douche. Hein. Oui, oui. Voilà, et pour vous alors l'image c'est ce que je disais, c'est le cracheur, mais enfin bon, il y a beaucoup d'images qui m'intéressent. Celle, comme je signalais là, où les fillettes portent des pèlerines dans une école de plein air, fenêtre ouverte, en plein hiver. Elles doivent grelotter, mais que la leçon est bonne et elles respirent le bonheur, c'est sûr. Voilà. Merci. Alors, on apprend plein de choses. Propre et sain, un siècle d'hygiène à l'école en images. On sourit beaucoup aussi. On replonge dans notre passé. Un beau travail paru aux éditions Armand Collin, Stéphane Friou et Didier Nourisson. Merci à tous. À la semaine prochaine. Nous parlerons la semaine prochaine des abeilles avec les frères Tavoyot qui sont pour l'un apiculteurs, pour l'autre philosophes et qui ont fait un magnifique livre aux éditions Odile Jacob. Merci à tous et à la semaine prochaine.